Mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé Djibouti dans ce principal rendez-vous de l'information. Au sommaire de l'actualité, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a procédé ce matin à l'inauguration du nouveau siège social de la East Africa Bank. Inauguration à laquelle ont pris part, outre le chef de l'État, la première dame ainsi que le PDG de la East Africa Bank. L'Union européenne et Londres ont proposé hier à Londres de reporter la date du Brexit au 31 octobre avec un point d'étape en juin. Nous sommes le jeudi 11 avril 2019. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a parrainé ce matin l'inauguration officielle du nouveau siège social de l'East Africa Bank de Djibouti, situé au cœur du centre-ville de la capitale et plus précisément à la place du 27 juin, à côté du district. On fait le point avec Ali Abdillahi. ومدان هوي لقى أودني دك هوي لما برا وانا له باهاي فرتنا بدت فيكو مدة وهناد قبي وحا هوري بلو يدي À son arrivée, le président de la République, accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed et le président du conseil d'administration d'East Africa Bank, M. Mohamed Saïd Touali. L'inauguration de ce nouveau bâtiment, véritable fleuron des banques de la place, a rassemblé aujourd'hui, outre le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, les membres du gouvernement, des parlementaires, le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, les représentants des corps diplomatiques et consulaires accrédités à Djibouti, des officiels du système des Nations Unies et des officiers supérieurs de corps constitués, dont le chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim. Après la coupure du ruban, le président Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame, a effectué une visite des lieux. Ce nouveau bâtiment, composé de 8 branches, notamment pour les investissements, l'achat des voitures et autres, de 4 banques et d'un hôtel et un parking souterrain. Ce siège social est aussi la banque Amir. Ce siège social est aussi la banque mère pour toutes les agences du territoire national, une architecture qui traduit la modernisation et symbolise la réussite de cette institution privée depuis sa création. Rappelons que l'inauguration témoigne du cadre propice pour les investisseurs mis en place par le gouvernement djiboutien. Le secteur bancaire djiboutien connaît une expansion considérable ces dernières années. Le changement le plus visible est le nombre croissant d'acteurs sur le marché, ce qui est en train d'augmenter de la compétitivité et l'expansion des produits et services destinés aux clients locaux. hagaagiyo dhismaha heerka sare gaadhay caddeed inay saboolnimo hadhaan loo xaloosiyaye habartoobireedo fogaan haybad la tahaye himilooyinkaagii ilaa kuma hungaysi
L'inauguration officielle par le président de la République en compagnie de la première dame de cet édifice de plus de 6 étages marque ainsi le début d'une nouvelle ère pour East Africa Bank, devenant ainsi l'un des établissements financiers et bancaires le plus en vue en République de Djibouti. Le président directeur général de la East Africa Bank, Ibrahim Rachid Jaffer, a souligné dans son allocution que ce nouveau bâtiment traduit la croissance économique et le développement de Djibouti. Le choix de Djibouti pour le groupe Dahab Shield était pour sa stabilité et le cadre propice pour faire d'affaires. Pour ne pas non seulement dans le secteur bancaire, nous avons investi, a-t-il dit, dans le projet du câble sous-marin dénommé DER. Je tiens à rendre hommage ici au défunt gouverneur de la Banque centrale, Jama'a Mohamed Haid, qui a été donc l'instigateur de ce grand projet. Il a surtout œuvré, il a toujours donc œuvré à ce que Djibouti connaisse une croissance exponentielle, a-t-il dit. Pour sa part, le président de la commission administrative et gérante de Dahab Shield a indiqué, je cite, « Nous avons créé la banque Dahab Shield grâce à l'appui du président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, et du défunt gouverneur de la Banque centrale. Lors d'une rencontre, le président de la République m'avait demandé d'embaucher une dizaine de personnes. Aujourd'hui, il y a environ une centaine d'employés et nous allons continuer à créer de l'emploi à l'avenir. » Fin de citation. Le ministre du Commerce et ministre de l'Économie par intérim, Hassan Hamed Ibrahim, a félicité dans son intervention les dirigeants et promoteurs de cette réussite symbolique. C'est une fierté pour nous, les Djiboutiens, a-t-il dit, et surtout un bel exemple pour nos jeunes. Suivons un extrait de son intervention. Pour moi, un honneur et un privilège de pouvoir aujourd'hui participer à l'inauguration du siège majestueux d'Est African Bank, à ma qualité du ministre de l'économie, des finances chargé de l'industrie par intérim, une inauguration placée sous le haut patronage de son Excellence le Président de la République, Ismaïl Omar Guelleh. Je voudrais féliciter les dirigeants, les promoteurs, les propriétaires de cette belle réussite que constitue le siège d'Est Africa Bank en plein cœur de la capitale, sur la place du 27 juin, ô combien symbolique. C'est aussi une fierté pour nous Djiboutiens qu'un patriote parti sans nul doute de rien ait pu réussir dans un domaine aussi difficile que le secteur, que le métier de la finance, souvent réservé aux élites et aux classes aristocratiques dans d'autres pays. C'est un bel exemple d'émulation pour le jeune entrepreneur et femme entrepreneur. Pour se convaincre, rien n'est interdit, rien n'est impossible à celui qui s'investit sérieusement par le travail dans un environnement stimulant de notre pays. À ma qualité du ministre du Commerce et du Tourisme, je renouvelle encore une fois, à ce titre, mes félicitations aux promoteurs de cette entreprise. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a prononcé un discours lors de cette inauguration de la East Africa Bank, dans lequel il a rendu un vibrant hommage à son fondateur, Mohamed Saïd Ali, dénommé Dahab Shield. Nous l'écoutons. Je suis très heureux et c'est un grand plaisir pour nous d'être ici, sur cette place historique, au centre de notre ville, un lieu prestigieux portant le nom de la date de notre chère souveraineté nationale, à savoir la place du 27 juin. Aussi, à nos yeux, toute bâtisse construite dans cet endroit chargé d'histoire a pour nous une valeur ajoutée. Je rends hommage, a dit le président, à notre cher Mohamed Saïd Ali, connu sous le surnom de Dahab Shield. Il faut rappeler que l'honorable Dahab Shield a joué un rôle majeur pour la société somalienne lors de la guerre civile, en permettant aux différentes familles somaliennes fuyant la guerre et éparpillées à travers le monde de pouvoir s'envoyer de l'argent à travers des centres de transfert créés par Mohamed Saïd Ali, dit Dahab Shield, ici présent. Par la suite, a continué le président, il a mis
en place la Dabshil Bank qui a prospéré très vite. Il faut souligner que les branches bancaires made by Dabshil ne se sont pas arrêtées là. Et aujourd'hui, nous inaugurons ici à Djibouti le siège de East Africa Bank qui existe depuis une dizaine d'années. La création de la East Africa Bank est une volonté du fondateur Mohamed Saïd de Raleigh. Son grand souhait étant surtout d'avoir un siège de cette banque ici à Djibouti. Pourquoi le choix de ce nom, East Africa Bank? C'est parce que cette dénomination relie l'Afrique de l'Est dans son intégralité. Et partant de là, cela engendre, vous en conviendrez, un esprit de communion, non seulement avec notre emplacement ou situation géographique, mais aussi avec la date de notre souveraineté nationale. La banque étant construite ici sur la place du 27 juin. Si je reviens aux activités proprement parlées ou proprement dites de la East Africa Bank, il faut souligner qu'au vu de la durée très courte de son existence, on ne peut qu'être admiratif quant à la qualité de ses activités et l'ampleur de ses investissements consentis par East Africa Bank. Environ 32 billions de nos francs ont été investis en République de Djibouti selon le directeur général de la East Africa Bank. Nos clients, m'a dit le DG, sont tous satisfaits. Sont tous donc satisfaits de nos prestations, quelle que soit leur forme. D'autant plus qu'East Africa Bank opère aussi bien au niveau du financement islamique que traditionnel, selon la volonté des clients. East Africa Bank, a poursuivi le président, est pionnière dans ce domaine. En ce qui nous concerne, nous respectons profondément et souhaitons la bienvenue à tout individu ou groupe d'individus qui investissent dans notre pays et participent ainsi à son développement effectif et durable. Il va de soi que tout éventuel investisseur est déjà quelqu'un d'averti en ce qui concerne ou en matière de juridiction en place dans notre pays, de la loi du marché en vigueur, de sécurité au niveau de sa personne et de ses biens, etc. Nous recommandons au final et aux responsables et cadres de notre administration de travailler honnêtement et convenablement avec la East Africa Bank. Quant à la banque proprement parlée, je suis confiant qu'elle respectera le règlement en vigueur dans notre pays. Donc, le président de la République a évoqué les activités ainsi que les investissements consentis par cette institution au niveau de notre pays. Je vous emmène à Doha au Qatar où la 440e assemblée de l'Union interparlementaire s'est achevée hier avec la participation d'une délégation parlementaire conduite par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad. Tous les organes statuaires de l'Union interparlementaire se sont réunis à cette occasion. Le conseil directeur, les commissions permanentes, le comité des droits de l'homme, des parlementaires, le comité sur les questions relatives au Moyen-Orient, ainsi que le forum des femmes parlementaires et le forum des jeunes parlementaires de l'Union. Le thème du débat général, les parlements, vecteurs de renforcement de l'éducation pour la paix, la sécurité et l'état de droit. En marge de la 140e assemblée de l'Union interparlementaire de Doha, Mohamed Ali Hamad a eu une série de rencontres bilatérales avec ses homologues de différents pays et les hauts responsables des organisations internationales. Il s'est entretenu donc successivement avec le président du Parlement de la Géorgie, Irakli Gobadachi, le président du Conseil consultatif de la Shura du Qatar, le secrétaire général de l'Union interparlementaire de l'IGAD, le président du Parlement de la Guinée équatoriale, le secrétaire général de l'Union interparlementaire africaine, les experts de l'Union interparlementaire, enfin le président Mohamed Ali Hamad et sa délégation ont été conviés à un dîner de clôture offert à tous les participants par le président du Conseil de la Shura du Qatar. Retour à Djibouti, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, a reçu hier Francesco Palombella, donc capitaine de vaisseau et commandant de la base militaire italienne à Djibouti, accompagné de plusieurs officiers supérieurs. On prépare à cette rencontre Dini Abdellah Omar, secrétaire général du ministère de l'Habitat, M. Hussein Jilach-Roble, directeur de l'Environnement et du Développement durable, M. Aden Hassan Ilmi, conseiller technique du ministre. M. Palombella a fait donc part au ministre des activités de protection de l'environnement que les militaires italiens
réalisent dans leur base. Il s'agit notamment du traitement et de la réutilisation des eaux usées, de la collecte et du tri des déchets solides, notamment les plastiques, la réalisation de compost à partir des déchets organiques, l'utilisation des panneaux solaires pour l'énergie et la construction d'un bâtiment bioclimatique. Le commandant de la base militaire italienne à Djibouti a aussi informé le ministre sur son projet de réaliser un séminaire sur les activités relatives à la protection de l'environnement. Le ministre de l'Habitat a pour sa part remercié le commandant de la base italienne des actions que mènent généralement les militaires italiennes en faveur de la population de Djibouti. Il a aussi remercié pour les actions en faveur de l'environnement réalisées par les militaires italiens dans leur base. Le ministre a enfin assuré le commandant de la disponibilité de son département à coopérer avec l'armée italienne dans le domaine de l'environnement. Dans le reste de l'actualité, le secrétariat exécutif chargé de la réforme de l'administration a organisé ce matin un atelier sur l'introduction de la déclaration des services aux citoyens dans la commune de Belbela. L'événement a été présidé par le secrétaire exécutif chargé de la réforme de l'administration, Mohamed Awale Dir, le préfet de la ville de Djibouti, Ousmane Belagire, et le directeur de l'Institut national d'administration publique. L'objectif donc de cette formation s'inscrit dans le cadre de la vision du chef de l'État, qui est d'amorcer la mise en place d'une gouvernance administrative plus accessible aux populations et plus soutenable pour le développement social et économique. Les ministères concernés peuvent réaliser un volet d'intervention de modération pour la démocratisation du recours à la déclaration de services aux citoyens, et ce donc en vue d'améliorer les services offerts à la population. Le gouvernement a pris certaines mesures pour surmonter les enjeux en enclenchant le processus de démocratisation de la déclaration des services aux citoyens, qui pourrait être un bon moyen pour mettre en évidence les efforts du gouvernement visant à répondre aux attentes des citoyens et à développer chez les agents de l'administration une culture orientée sur la qualité de service. Le secrétaire exécutif chargé de la réforme de l'administration, Mohamed Awale, a déclaré que le processus tendant à généraliser l'adoption de la déclaration des services aux citoyens est une mission très importante. Pour que cette mission soit une réussite, il faut qu'il y ait des efforts considérables dans l'implication des autorités politiques pour rendre effective l'appropriation de la déclaration des services aux citoyens chez les structures administratives. C'était l'appel à la prière. Bienvenue si vous nous rejoignez. Ce communiqué par le ministre au Soudan, donc le ministre soudanais de la Défense, vient d'annoncer dans une déclaration télévisée il y a quelques instants la prise du pouvoir par l'armée dans le pays. Le ministre a indiqué que l'armée a procédé à la dissolution du Parlement et du Conseil des ministres ainsi que les conseils régionaux. Le ministre a par ailleurs annoncé que l'état d'urgence est décrété au Soudan pendant déjà 3 mois, au cours de laquelle va s'opérer la transition. Enfin, le ministre a indiqué que le pays sera dirigé par un conseil présidé par lui-même, ajoutant que l'ancien chef de l'État, Omar Hassan al-Bashir, a été emprisonné. Le président algérien par intérim, Abdelkader Ben Salah, a signé hier, au lendemain de sa prise de fonction, un décret fixant au 4 juillet 2019 l'élection présidentielle. Sur les réseaux sociaux, l'annonce a renforcé les appels à la mobilisation pour les manifestations de vendredi. Depuis l'annonce de sa prise de fonction pour assurer la transition après la démission du président Bouteflika, Abdelkader Ben Salah cristallise en grande partie le mécontentement populaire. De nouveaux rassemblements ont eu lieu mardi et mercredi à Alger et dans d'autres villes du pays pour réclamer sa démission et le changement du système. L'annonce de la date de l'élection présidentielle a entraîné de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Loin de calmer les esprits, elle a été vécue comme une provocation, renforçant les appels à se mobiliser pour le 8e vendredi consécutif. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé hier un cessez-le-feu en Libye après une réunion à huis clos du Conseil de sécurité qui devrait adopter prochainement un texte poussant à l'arrêt des combats. Il est encore temps d'arrêter les affrontements en Libye, encore temps d'avoir un cessez-le-feu, d'éviter le pire. C'est le message porté par le secrétaire général de l'ONU hier à l'issue d'une réunion à huis clos du Conseil
de sécurité. Nous avons besoin de relancer un dialogue politique sérieux, a-t-il ajouté, en reconnaissant que son appel au maréchal Khalifa Haftar de ne pas entreprendre d'offensive sur la capitale alors qu'il se trouvait en visite en Libye n'avait pas été attendu. Au cours de la discussion, un projet du Royaume-Uni a été évoqué pour faire adopter par le Conseil une déclaration présidentielle ou une résolution réclamant l'arrêt des combats, une relance du processus politique et réaffirmant un soutien clair à l'émissaire de l'ONU sur le terrain, Ghassan Salami. Personne ne s'est opposé à l'adoption d'un nouveau texte qui pourrait être adopté dans les jours à venir. C'est ce qu'a rapporté un diplomate. Les 27 ont proposé hier à Londres de reporter, je le disais en titre, la date du Brexit au 31 octobre avec un point d'étape en juin. Theresa May a accepté mais conserve l'option de quitter l'Union européenne avant le 22 mai pour éviter d'organiser des élections européennes. Bruxelles et Londres se sont finalement accordés sur un report du Brexit. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne était jusqu'alors programmée à vendredi 12 avril, après avoir déjà été repoussée. La date du 31 octobre se situe juste avant la prise de fonction en novembre de la nouvelle Commission européenne. Le point d'étape en juin interviendrait, lui, au cours d'un sommet européen régulier déjà programmé les 20 et 21 juin. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un excellent week-end sur Télé Djibouti.